On va passer de manière presque fluide et naturelle à Dr Amin Belmlih, qui est chercheur praticien spécialisé dans l'accompagnement des transformations complexes au Maroc, en Afrique et en Europe, pour des organisations publiques, privées et issues de la société civile. Donc on va profiter de l'expérience de Dr Amin Belmlih concrète pour l'entendre sur la notion de leadership face à la complexité, avec une perspective vraiment par les pratiques. Merci beaucoup, Amin. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à être parmi vous pour vous parler de ma modeste expérience d'abord de praticien pendant 28 ans et puis de chercheur depuis, disons, 7-8 ans. Et comme j'aime à le dire, j'étais praticien, puis je suis devenu praticien réflexif, à se poser des questions, pourquoi ça ne marche pas. Puis j'avais envie d'investiguer dans les phénomènes, donc ça s'appelle praticien-chercheur et ma foi, je suis aujourd'hui plutôt chercheur-praticien. Je vais vous parler d'une perspective qui est tout à fait complémentaire à ce que vient de nous présenter Jean, une perspective ancrée dans nos organisations, les phénomènes sociaux, dans nos entreprises, dans nos associations, nos collectivités, nos administrations publiques. Ça forme l'essentiel de notre quotidien en tant que professionnels et pour ceux qui sont amenés à exercer leur leadership, à diriger des équipes, des projets, des organisations, des personnes, eh bien, cet exercice du leadership n'est pas aisé dans un monde qui est complexe. Et donc je commence par voilà, une petite image qui est celle d'un labyrinthe. Voilà, petit. Pour revenir en arrière, ça ne marche pas. Voilà. Pour ceux qui se souviennent des labyrinthes, quand ils étaient, voilà, je laisse tomber, quand ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas un plan du labyrinthe. C'est par le tâtonnement, l'essai-erreur, arriver à une impasse, commencer à s'inquiéter, se raisonner, ça reste un jeu, mais finalement, ils arrivent à sortir par la pratique de ces labyrinthes. Eh bien, c'est pareil pour les leaders, ils font face à un tel enchevêtrement de phénomènes, de choses à faire, de décisions à prendre, de personnes à gérer, de projets à monter, parfois avec des attentes plus ou moins élevées, voire démesurées dans certains cas. Eh bien, ils font face à des phénomènes de complexité qui se matérialisent différemment et pourtant de manière continue à différentes échelles de leur contexte, de l'échelle individuelle, l'échelle interpersonnelle, relationnelle, groupale, organisationnelle, voire les écosystèmes d'affaires, les territoires d'ancrage, voire nos sociétés et le monde. Et c'est pas simple pour naviguer dans cette complexité. Et donc ces niveaux de complexité rendent évidemment difficile l'exercice du leadership. Comment je vais décider, comment je vais me comporter. Et évidemment, quand on regarde par exemple un des champs privilégiés de l'exercice du leadership, qui est par exemple celui du changement, où tu as des initiatives de changement. Voilà, je veux implémenter un logiciel, un ERP, ou bien je veux digitaliser les processus de mon entreprise, je veux repenser le modèle d'affaires de l'organisation, je veux engager une collaboration avec des concurrents ou dans le cadre d'un écosystème d'affaires. Eh bien, il y a certes des niveaux de complexité technique, mais surtout, il y a des niveaux de complexité dites sociales ou relationnelles. On ne maîtrise pas comment ces interactions se produisent. Et donc, par rapport à ça, plusieurs d'entre vous, peut-être, ont entendu parler de ce vocable qui a été développé par l'US Army College à la fin de la guerre froide, qui est le vocable de VUCA. Le monde est volatile, uncertain, complex and ambiguous. Voilà, donc,
Et on ne le maîtrise pas, on ne maîtrise pas tout, en tout cas. Ça change beaucoup. Des positions dominantes hier deviennent challengées aujourd'hui. Regardez comment la position de Google n'est pas aisée, avec un chat GPT qui est arrivé aux milliards d'utilisateurs en un temps absolument phénoménal. Et donc les échelles de temps font que les modèles d'affaires, les produits, les services, même les logiques à partir desquelles les entreprises et leurs dirigeants fabriquent la décision, naviguent, ça devient obsolète de plus en plus rapidement. Et tout ça, ça impacte comment on gère les risques, comment on gère les personnes, les relations, comment on planifie. Qu'est-ce que ça veut dire planifier dans un contexte qu'on ne maîtrise pas? Donc tout ça, ça se matérialise par des façons d'exercer le leadership que certains ont appelé complexity leadership ou complex adaptive leadership. Les sciences de la complexité, ça ne date pas d'aujourd'hui, ont fait une immersion très très forte dans les sciences sociales et notamment dans tout ce qui est Organization Studies, l'étude des organisations, qui est en sens de gestion, et ça a beaucoup influencé un certain nombre de nouvelles formes, de nouvelles postures, un nouveau mindset du leadership et de son exercice. Et ça se matérialise à l'échelle de l'individu avec des façons d'appréhender les phénomènes dits complexes, particuliers, avec un mindset, une façon de se représenter cette réalité qui est difficile à maîtriser. Au niveau de l'organisation, Jean a parlé tout à l'heure de l'auto-organisation et des principes qui sont issus de la science de la complexité. Au niveau contextuel également, évidemment, toutes ces sciences de la complexité ont donné lieu à un certain nombre d'éclairages qui aident à la compréhension, une compréhension renouvelée de la façon dont les organisations fonctionnent et s'adaptent dans des environnements qui sont dynamiques et complexes. Voilà, donc les travaux sur l'auto-organisation, comment les organisations peuvent s'adapter et évoluer au fil du temps sans planification centralisée. Donc les travaux de Mintzberg insistent beaucoup sur, certes, la présence de la planification stratégique, mais surtout de ce qu'on appelle emergent strategy, la stratégie émergente. Et quand on regarde la réalité des choix stratégiques qui sont pris par les comités de direction, ils ne sont pas toujours issus d'une réflexion préalable. Mais souvent, ils sont le fait de ce qu'on appelle des émergences, comment des phénomènes surgissent à partir des interactions d'agents individuels sans qu'on l'ait prévu forcément. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership? C'est qu'est-ce qu'on fait de ces émergences? Comment est-ce qu'on peut en tirer bénéfice au lieu d'être un peu désemparé parce que le plan tombe à l'eau? Et comment, pour aller plus loin et pour reprendre par exemple la métaphore du jardinier permacole, comment je travaille le terreau pour favoriser l'alliance et les synergies entre les espèces et faire que tout ça, ça fasse alliance, ça fasse synergie et ça génère de la valeur en définitive. Et donc, dans cette présentation, je vais focaliser sur un peu les pratiques. Voilà, alors, il y a des pratiques institutionnalisées qu'on connaît quand on est leader. Il y a les cycles de planification stratégique, le scénario planning, les business models. Il y a un certain nombre de référents, de référentiels, de méthodologies qui aident à prendre la décision, à fabriquer cette décision stratégique et à l'implémenter dans les organisations. Moi, je me suis intéressé beaucoup dans mes travaux et dans ma pratique à ce qu'on appelle la praxis, voilà, qui est dérivé du verbe grec pratein, qui est agir, faire, et donc la racine de ce terme, c'est l'ensemble de ces choses qu'on fait de manière intentionnelle ou non, parfois et souvent basées sur quand même un certain nombre de principes éthiques et philosophiques, mais pas en tant qu'implémentation ou application en tant que telle de théories existantes. Et voilà, donc ça a été étudié dans un champ qui s'appelle Strategy as Practice, la stratégie en tant que pratique, où là, on est un petit peu en contrepoint des écoles dites de planification stratégique et on s'intéresse à la fabrique de la stratégie au quotidien par les stratèges qui sont pas uniquement les directions de stratégie ou les directions générales, mais qui sont
aussi les middle managers, aussi les collaborateurs, de plus en plus, notamment quand on regarde des entreprises comme IBM, dans leur dernière démarche stratégique qu'ils ont fait en open stratégie, en stratégie ouverte, ils ont consulté pratiquement 250 000 personnes pour parvenir à leur feuille de route, finalement, qui était co-construite. Et donc cette praxis, c'est l'ensemble des flux d'activités qui sont situés, qui sont socialement accomplis et qui s'inscrivent dans des interactions, des relations entre des individus et des groupes dispersés et qui se manifestent à différentes échelles et différents niveaux. Alors, quand on dit leader, on dit aussi se positionner, agir, décider face à des défis, les challenges. Eh bien, il y a deux grands types de challenges. Notamment, je fais appel aux travaux de Ron Heifetz de Harvard, qui dit qu'il y a les technical problems et les adaptive challenges. Alors, dans l'image de gauche, on voit que, même si c'est un peu touffu, mais il y a quand même un chemin à peu près clair. À droite, allez trouver le chemin. C'est les défis adaptatifs. Eh bien, ces types de défis sont fondamentalement différents. Et donc appellent une pratique du leadership qui est différente. Les problématiques techniques, ou les défis techniques, ils sont faciles à définir, c'est plutôt de l'expertise qui est en charge et responsable de trouver la solution, et puis l'idée c'est de résoudre le problème. Voilà. Donc c'est... voilà. Alors, à droite du tableau, on est face à des défis que des fois on ne sait même pas quel est le problème exactement. Ou plutôt, on est dans une sorte d'entrelac de problèmes qui sont à plein de niveaux différents. Et si on est dans une salle de comité de direction et on demande à chacun, d'après vous, le problème c'est quoi? Chacun, souvent, répond quelque chose de différent. Donc, il y a des cadres de représentation et des modèles mentaux qui varient. Et là, l'idée, c'est pas tant de trouver la solution que d'apprendre et de faire émerger cette solution. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de posture de leadership? Les problématiques techniques, elles existent encore. D'accord? Donc, je veux mettre en place un logiciel de gestion que je dois paramétrer, je dois monter une usine qui correspond à un certain nombre de termes de référence. Eh bien, ces problématiques sont assez faciles à définir sur le plan opérationnel. C'est plutôt, c'est du project management, c'est de l'autorité, d'expertise, etc. Mais que nenni, ce n'est pas que ça. Il y a souvent d'autres types d'enjeux qui s'immiscent dans ces problématiques techniques, parce qu'on n'est jamais dans des problématiques techniques pures. Si on prend pour l'exercice uniquement les problématiques techniques, là, le leader est amené à fournir une vision de l'état futur souhaité, à fournir des ressources, préciser les rôles et les objectifs, donner les outils, etc. Bon. Les défis adaptatifs, par exemple, on change de business model, on était dans la distribution et on va vers les clients directs. Ou bien, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une entreprise qui s'appelle Dell Technologies, et on était dans le modèle direct et on voulait passer à la distribution, le sens inverse. Eh bien, les distributeurs, les first tier ou second tier, les value-added resellers, les wholesalers, c'est des mentalités tout à fait différentes des particuliers ou des entreprises qui veulent renouveler leur machine. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont des façons de faire, qui sont des loyautés, qui sont des éléments de négociation et qui ne sont pas forcément décryptés. Alors les défis adaptatifs, selon en tout cas les travaux de Heifetz, ils disent que c'est difficile de se mettre d'accord sur la nature du problème et ça nécessite des changements dans les valeurs, les croyances, les relations, les mentalités. Alors évidemment, on n'est pas dans un monde pur où il n'y a que des techniques ou que de l'adaptatif, c'est souvent entretissé, c'est entrelacé. Il y a un peu des deux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens résistent généralement à l'adoption de valeurs et de croyances, ou de modalités, ou de dispositifs, ou de ce que vous voulez, qui sont définis par d'autres. Il n'y a qu'à regarder les statistiques du Project Management Institute de Harvard, de MIT, de McKinsey. Tout ça, ça converge à peu près. 70% des initiatives de changement échouent. Et lorsqu'on est dans des tentatives ou de changer la culture de l'entreprise, d'accord, les modes de faire, les principes de management, les comportements professionnels, la statistique est plutôt de 88% d'échecs. Voilà, et donc du coup, et ces analyses montrent assez
de manière assez claire que les 12% qui réussissent ou les 30% qui réussissent, finalement, ils travaillent selon une modalité ou une autre sur la culture de l'entreprise, sur les schémas mentaux, sur les comportements, et tout ça, ça se fait de manière émergente, chemin faisant. Et donc ces défis adaptatifs, ça appelle une posture de leadership différente, qui est beaucoup plus, au lieu d'être orientée résolution de problèmes, elle est orientée vers les possibilités. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les options? Quel est le purpose qui peut motiver les parties prenantes à s'inscrire dans la démarche, à donner du sens, à avoir envie non pas de signer sur un contrat de partenariat, mais de faire le pas suivant et puis celui d'après. Et puis c'est aussi comment est-ce qu'on invite les gens à des conversations et avec le plus de diversité, de pluralité, de logique, d'intérêt et d'acteurs possibles pour que ces conversations soient génératives et fassent émerger des possibles qu'on peut capturer sous forme de prototypes, d'expérimentation, de mise en acte. Et donc, à partir de cet ensemble de logiques, de pratiques, à partir de cette logique, une grande famille de pratiques s'est développée au cours des... C'est une coquille, désolé, les 30 dernières années, pas les 3 dernières années, pour aider à faire ce leadership permacole, à cultiver l'émergence. L'approche appréciative, la théorie U, beaucoup de façons de faire ont favorisé en pratique les cercles autocatalystiques qu'a cité Jean Stone tout à l'heure. Et bien tout ça, c'est des approches dites dialogiques, avec une double acception dialogique, parce qu'il y a le mot dialogue et dialogique au sens maurinien du terme, c'est la logique du et, pas la logique du ou. Voilà, c'est le tir inclus et c'est le dépassement par la mise en tension créatrice et créative entre deux polarités opposées. Et un exemple de ce type d'outils qui aident les leaders, c'est le modèle, alors on lit cinéphine, mais ça se prononce Cynefin, c'est du gaélique, qui a été développé par Snowden. Et selon ce modèle, les contextes organisationnels peuvent être organisés ou classés en 5 catégories différentes. Il y a les contextes simples, compliqués, complexes, chaotiques, et puis ceux qui sont désordonnés, confus, qui mélangent un peu de tout. Et ce type de modèle insiste beaucoup sur l'importance du sense-making, la construction du sens, la fabrique du sens. Comment les gens font sens comment on leur raconte ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une question de narratif ou de storytelling, c'est comment ils font sens de quelque chose qui est ambigu et qui les touche directement. Donc c'est des pratiques de dialogue, de réflexion, de réflexivité qui aident les individus, les organisations à mieux s'adapter à leur environnement et mieux le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des approches qualitatives, relationnelles, interactionnelles. Il y a aussi un grand intérêt à s'appuyer sur des approches data-driven, business analytics, voire machine learning ou autres formes algorithmiques, pour éclairer, non pas déterminer le chemin exactement, ou la façon de faire, mais apporter des éclairages à partir de la masse de données, notamment des données non structurées qui sont difficiles à capturer. Mais rien ne peut remplacer d'abord une posture d'humilité du leader. Je fais appel par exemple aux travaux de Edgar Schein de Harvard, et qui s'inscrit un petit peu dans ce... Il y a un chat c'est formidable. Voilà, c'est une émergence. Voilà, il y a un chat qui arrive, c'est pas prévu. Et c'est pour rappeler que les choses ne se passent jamais comme prévu. Eh bien, Edgar Schein, qu'est-ce qu'il dit? Dans ses approches dites dialogiques, Edgar Schein est un des grands auteurs sur la culture organisationnelle. Il dit que la posture du leader ou du praticien face à ces phénomènes, c'est une posture, il appelle ça humble inquiry, d'enquête humble, d'investigation humble. Donc c'est arrêter de dire et commencer à demander. Voilà, c'est un petit peu ça l'esprit. Alors dans Cynefin ou Cynefin, la pratique du leadership varie selon les contextes. Dans un contexte simple, c'est une approche
plutôt qui est fondé sur les meilleures pratiques, les solutions les mieux adaptées. Pourquoi se compliquer la vie quand il y a quelque chose qui est on the shelf? Je crois que c'est les 3 Suisses ou la Redoute qui se sont complètement, après avoir été rachetés à l'euro symbolique, on n'ont fait que du best practice state of the art et ont repensé complètement leur supply chain et sont devenus de nouveau leaders sur leur marché de référence. Voilà. Dans les contextes compliqués, là, les relations de cause à effet, même si elles paraissent complexes, mais elles peuvent être analysées, elles peuvent être comprises. Edgar Morin souvent dit un moteur d'avion, on peut le démonter, on peut le remonter avec les bons outils, la bonne formation et avec le temps approprié et les bonnes ressources. Donc là, c'est plutôt l'analyse de l'expert. C'est pas la best practice, c'est la good practice. Voilà, donc il y a le jugement d'expert est important pour le domaine du compliqué. Eh bien, il y a le domaine du chaotique. Dans le domaine du chaotique, on ne comprend même pas les relations de cause à effet, elles ne sont pas claires. L'environnement évolue rapidement, trop rapidement, et l'approche de prise de conscience et de décision, eh bien, elle doit être basée plutôt sur de la réaction rapide et de l'improvisation. Voilà, donc il faut bien garder sa concentration avec le chat qui miaule. Voilà, c'est l'esprit, voilà, le chat de Schrödinger, bien évidemment, tout à fait. Dans les contextes qui sont complexes, eh bien là, c'est quoi? C'est les relations de cause à effet, elles ne sont pas obvious, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas évidentes, elles sont souvent non linéaires, on est face à des causalités circulaires, A influe B, B étant influé en retour A, et ces relations doivent être explorées et découvertes. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, la logique de l'investigation, de l'enquête. Et comment on fait ça? Par l'exploration et par l'expérimentation, il n'y a rien de mieux. Alors, Carl Weick, un des grands auteurs sur le sense-making, sur la construction du sens, disait que face à un changement de l'environnement, qui se caractérise par de l'ambiguïté, la meilleure manière de faire sens de ce qui se passe, c'est d'énacter l'environnement, de faire quelque chose. Et en énactant, il se passe des choses en retour, et on comprend mieux. Et donc, là, c'est plutôt le domaine de l'apprentissage émergent. Donc, par rapport à ça, donc, cet ensemble de pratiques a donné lieu, c'est pas le seul référentiel, mais c'est un référentiel qui est celui du développement organisationnel, ou OD, Organization Development, qui a démarré sans avoir ce nom avec les travaux de Kurt Lewin dans les années 40, le fameux modèle Unfreeze, Change and Refreeze, le T-Group, les travaux sur la dynamique de groupe, et plus tard, qui ont donné lieu à beaucoup d'autres travaux. Il y a une nouvelle forme de OD qui s'appelle Dialogic OD, qui est une approche notamment du changement organisationnel qui met l'accent sur l'importance de la collaboration, du dialogue pour aborder des phénomènes organisationnels complexes. Et là, ce qui est important vraiment, c'est peut-être des pratiques, mais surtout un état d'esprit. C'est vraiment, là, l'idée, c'est que on n'est pas là pour imposer ou faire diffuser ou faire adhérer les gens à une vision planifiée préalable, mais on est plutôt de manière descendante. Là, les leaders, disons, génératifs ou dialogiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des conversations, ils lancent des questions pour collecter, faire émerger des points de vue les plus divers possibles. Et puis, ils sont un peu comme des tisserands du sens, quoi. Ils essaient de entretisser ces choses-là en quelque chose qui pourrait faire projet pour l'entreprise et pour le collectif. Et donc, les participants dans cet état d'esprit, ça rejoint ce que disait Jean-Ston tout à l'heure, les participants sont encouragés, soutenus dans la promotion de nouvelles façons de parler, de penser et d'agir. Et là, on pense fortement à la démarche du mouvement, à l'OCP évidemment depuis plusieurs années. Et les dirigeants favorisent, catalysent, mais ne décident pas. Et si à un moment ils doivent décider, ça doit être vraiment justifié. C'est sur quelque chose qui est structurant. Voilà. Donc, mais par contre, ils protègent un petit peu, ils protègent ces lieux d'expérimentation. Un peu à l'image, si je vous donne une métaphore, de la chrysalide ou le cocon de la chenille. Une chenille qui évolue, elle n'est pas une chenille d'1 mètre et de 10 kilos, c'est assez horrible. C'est plutôt un papillon, c'est un changement de nature. Et cette chenille, pour devenir papillon, c'est joli un papillon, mais on oublie qu'il y a la chrysalide et à l'intérieur, si on ouvre une chrysalide, il y a de la bouillie. C'est ce que j'appelle la phase de bouillie de chenille. C'est une phase où on est plus ce qu'on était et on n'est pas encore ce qu'on va devenir.
Et des fois, on ne sait pas encore ce qu'on va devenir. On a une vague idée, mais ce n'est pas forcément ça qui va aboutir. Eh bien, cette perspective, donc, elle propose une façon dite générative, où il s'agit de cultiver, de catalyser, de favoriser le changement et les phénomènes organisationnels émergents. Et donc, par rapport à ça, les démarches, elles ne sont pas tout à fait identiques aux approches classiques. Je collecte de la donnée, je l'analyse, je pose un diagnostic, je formule une méthodologie d'approche ou un schéma d'intervention que j'applique avec des indicateurs d'évaluation, que je collecte et j'ajuste, et puis à un moment donné, je m'en vais. Bon, ça c'est des démarches classiques. Là, c'est assez différent. Là, c'est d'abord, quel est le défi adaptatif ? Certains appellent ça le crux. C'est quoi le challenge qu'on cherche à adresser et le faire émerger de la conversation de personnes qui ne pensent pas forcément les choses de la même manière, mais qui sont partie prenante de ce challenge. C'est aussi, à partir de là, transformer ça en une sorte certains appellent ça une image générative. On peut appeler ça comme on veut, une vision partagée, mais ce n'est pas une vision préalable. C'est plutôt quelque chose, une déclaration d'intention qui est orientée sur les possibilités, qui donne envie aux gens de venir à ces conversations, voire de s'inscrire au projet. Et puis, comment on engage les différentes parties prenantes dans des conversations génératives. Les formes et les mots changent, mais l'esprit reste le même. Comment est-ce qu'on stimule les innovations auto-organisées? Certains auteurs comme Jim Collins disent, à part de probes, il dit « first probes, then cannonballs ». Voilà, donc on fait des sondes, on regarde ce qui revient, et puis après, j'envoie des boulets de canon, c'est-à-dire je massifie l'investissement et l'effort organisationnel. Mais je ne le fais pas forcément tout de suite. Tirer les leçons des réussites et des échecs, et puis passer à l'échelle et intégrer les sondes réussies. Et ces mécanismes de passage à l'échelle et d'institutionnalisation, ou de passage, en sociologie on dit des institutions informelles à des institutions formelles, souvent se fait difficilement. Je vais essayer de conclure. J'ai une minute ou pas? Une petite minute. Voilà. Alors, c'est un schéma qui pique les yeux, mais c'est juste pour vous dire que cette théorie, je l'ai pratiquée dans mon terrain de recherche doctorale, où je m'étais fixé le défi un peu fou d'être présent lors d'une émergence. Alors c'est un peu paradoxal comme énoncé, parce qu'on ne sait pas que c'est une émergence, par défaut. Donc c'est pour ça que j'ai cramé 3 terrains de recherche avant de trouver un 3e. Et savez-vous où est ce terrain de recherche? Il est là où on se trouve, la province de Hamna. Et là, il s'agissait de quoi? D'un réseau d'acteurs, gouverneurs, provinces, associations de développement durable, coopératives, entreprises privées, associations de développement local, qui, chacun différemment, cherchaient à faire quelque chose de différent dans cette province. Nous sommes en train de parler de 2015-2016, bien avant la vocation clairement affichée d'innovation sociale et territoriale et d'économie sociale et solidaire dans laquelle la province est. Donc, je me suis mis en posture très concrètement dite d'observation participante, c'est-à-dire je suis au milieu du phénomène en train de se produire et j'ai juste accompagné et collecté les données. Et petit à petit, par un chemin totalement non linéaire, il y a eu une sorte de sens collectif qui a au départ été tout à fait autre chose et qui petit à petit a évolué vers une sorte de coalescence, le rouge vers le vert et le vert vers le bleu, puis le bleu vers le noir, jusqu'à former, sans plan initial, sans intention claire initiale, former un projet de territoire qui a bénéficié d'une subvention de l'Agence française de développement de 15 millions de dirhams, d'1,5 million d'euros. Voilà, et qui est en train d'être implémenté. Donc c'est un projet de territoire multi-acteurs qui a émergé par le bas. Et je finis sur cette dernière slide qui a donné lieu à l'identification d'un certain nombre d'éléments de praxis. Je reviens au début de la présentation, que je présente là, mais on pourra en parler plus tard. Voilà, merci beaucoup.